Alternative, qu'est-ce qu'on peut essayer Ma copine, elle a la culotte rembourrée là. Ah, la culotte menstruelle. Ouais. Et on est contente? Pareil, je crois qu'il faut changer assez régulièrement. Ouais, bah c'est ça, il faut le changer régulièrement. Des nanas, mais c'est une bonne. Au moins, c'est pas du plastique ou ça ne se jette pas. Bonjour, un nouveau arrivant, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Théophile. Théophile, moi c'est Agathe, nous avons Mikey, nous avons Joséphine, nous avons Maxime et nous avons Peter. Peter. Est-ce que tu parles français, Peter? I do. Ah, parfait. Yes. Ou sinon on peut faire en anglais, hein, c'est comme vous voulez. Ouais. On était en train de parler de la cape menstruelle, des culottes menstruelles. Oui. Alors c'est vraiment le sujet, moi. C'est très marrant parce que j'ai une amie qui vient de monter une boîte. J'ai une amie qui vient de monter une boîte là-dedans. Je fais un petit instant promo, j'en profite, c'est les petites culottées. Et ça cartonne pas mal, j'aime bien. En plus, elle fait de très jolies culottes avec de la dentelle qui est dessinée elle-même. Elle passe par une usine française. Et non, on n'en parle pas assez, je pense, mais il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, en effet. Bonjour, une nouvelle arrivée, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bonjour Anaïs, nous avons Maxime, nous avons Peter, Mikey et Théophile. On parle des culottes menstruelles. L'ami de Peter a lancé une boîte de culottes. C'est des culottes menstruelles, et, mais avec un vrai positionnement écolo, poussé plus. Est-ce qu'on est au zéro? Je ne sais pas, mais on s'en approche. Non, l'idée c'est qu'il y a des certifications ISO, etc. qui entourent aussi le projet. Et elle dessine elle-même sa dentelle qu'elle fait faire dans une usine française. Donc c'est Made in France et c'est très esthétique. Voilà. Prochainement peut-être dans les grands magasins. Prochainement chez nous? Chez vous? Question, oui, bien sûr. Comment on fait? Alors moi j'aime beaucoup l'idée de la culotte. Oula. J'allais dire menstruelle au moment où il y a eu un énorme boom de son, j'allais dire. Comment on fait pour les règles très abondantes? Parce que ça marche pas, les culottes menstruelles pour les règles très abondantes. Et à part le tampon, super plus, il n'y a pas énormément d'alternatives en fait. Donc en fait la question c'est comment on trouve une solution qui va à toutes les femmes et qui en même temps est également écologique, qui est respectueux de la santé, de l'environnement. Théophile. Oui, alors on parle beaucoup du sujet de l'accessibilité des tampons ou culottes menstruelles pour les femmes. Je crois que c'est un vrai débat. En ce moment on parle de soit pour terminer la fin du mois, soit je mange, soit je suis sale, machin, etc. Alors je sais pas à quel prix sont mis les culottes de ton camarade. La question de fond derrière, c'est est-ce qu'on doit rembourser par la sécurité sociale les culottes menstruelles? Voilà, moi Ou tous les produits. Ou tous les produits. Alors pour moi les tampons ça coule de source. Si je peux faire ce parallèle. Je vous en remercie. Voilà, la culotte menstruelle, à partir du moment où ça devient aussi un objet esthétique, je ne sais pas si le string menstruel existe ou pas. Voilà, est-ce que pour vous ça devrait être remboursé par la sécurité sociale? Je vous remercie. Bah déjà oui, enfin et même ouvrons le débat plus loin. Est-ce que tous les produits menstruels devraient être remboursés? Comment ça se fait que c'est pas remboursé alors que le paracétamol est remboursé par exemple? Non mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur les remboursements parce que par exemple mais ça va c'est pareil pour la contraception en fait. T'as des contraceptifs qui sont genre la pilule ou autre. Enfin t'en as qui sont remboursés et d'autres type je pense à l'anneau par exemple pas du tout remboursé. Ça coûte une blinde sauf que ça correspond. Enfin il y a parfois que ça qui correspond à des. Enfin en fait il y a je pense qu'à côté de ça t'as des trucs un peu aberrants qui sont remboursés et qui coûtent hyper cher au pays et qui sont... Enfin, j'ai pas d'exemple en tête. Genre, pardon, quoi? Non. Le Kit Kat? Non, j'allais dire les anticancéreux, mais non, c'était... Ah oui. C'était une très bonne blague. Si on pouvait arrêter de rembourser les traitements anticancéreux, voilà. Et plutôt rembourser les tampons. Alors, est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous êtes d'accord? Plutôt rembourser les tampons que anticancéreux? Venez vous asseoir, parlons-en. Alors...
Les deux. Ouais. On a tout l'après-midi pour parler de ça. Maxime, quel est ton avis? Est-ce que vous pensez que les femmes sont discriminées? Que les femmes doivent payer pour... Bien sûr que oui. Ah, bah assieds-toi, parle-nous-en. Bien, je vais manger d'abord. Très bien. On passe avant les femmes. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée de pouvoir penser à rembourser tout ce qui est lié aux menstruations des femmes. Ou à la contraception en fait. Tout ce Ouais, qui est contraception. gestion du corps. Et Et ça vient d'où du coup? Pourquoi on rembourse pas? pourquoi on rembourse pas? Pourquoi on rembourse pas? On a payé de malchou, quoi. Mais non, mais vous soulevez un point extrêmement important. On ne le répétera jamais assez. Mais je pense qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai déficit à ce niveau-là. De remboursement? De bon remboursement, ouais, absolument. Aussi bien pour... je parle notamment des catégories socio-professionnelles plutôt basses. Mine de rien, ça fait un coût quand même mensuel assez important. Donc, ouais, alors, attendez, pardon. Donc, non, il y a un vrai sujet, ouais. Il y a un vrai sujet, je pense qu'il faudrait un accompagnement de l'État à ce niveau-là, ouais. Financier. Donc on est tous d'accord qu'il faudrait. On ne sait pas pourquoi. Ou parce que si Maxime proposait un système patriarcal qui peut-être serait à la cause de ça. Théophile? Si on rembourse pas, c'est que pour l'instant on n'a pas assez de thunes. Le budget de l'État n'est pas extensible. Alors la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on pourrait retirer de la thune pour rembourser ces trucs-là. Alors moi par exemple, je pense à l'EHPAD par exemple. L'EHPAD, vous savez que les vieux, c'est une couille à la société pour une utilité réduite. Somme toute assez réduite. Alors on dit la transmission des sages, la culture, machin, etc. Je pense que c'est un peu du pipeau, ils font surtout pipi dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait instaurer un système de prime à la casse avec son vieux. C'est-à-dire que le concept, c'est plus tu ramènes ton vieux tôt à l'État, plus tu reçois une prime importante et il coûtera moins cher. Voilà. Donc voilà, ça c'est une piste que je propose derrière pour pouvoir rembourser tous les produits contraceptifs, produits menstruation, les petites culottes bio sympas, machin. Donc en fait, tu es en train de dire qu'il faut privilégier les femmes sur les vieux. Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais je voulais juste rajouter, et les fuites urinaires aussi, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est remboursé d'ailleurs? Je sais pas. Est-ce que c'est remboursé? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a la réponse parmi vous? Sait si les produits contre les fuites urinaires sont remboursés par la Sécu? Vous avez des problèmes de fuite urinaire ou pas? On peut parler de ça. Alors sur quoi prendre de l'argent pour pouvoir rembourser ça, si le budget de l'État n'est pas extensible? Les vieux ne servent à rien. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris sur ton concept de prime à la casse. Tu ramènes les vieux à l'État, c'est-à-dire, à quel moment, qu'est-ce que ça veut dire? Euthanasie quoi. Ouais, on va pas se rappeler les périodes les plus noires de notre histoire, mais voilà, ils peuvent potentiellement, voilà, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, on le trouve un endroit où on les met. Et un EHPAD quoi. Oui, mais qui coûte moins cher. Si tu vois ce que je veux te dire. On les accompagne moins. Bonjour, nous avons une nouvelle venue. Comment tu t'appelles? Sophie. Bonjour Sophie, nous avons Maxime, nous avons Anaïs, nous avons Joséphine, Théophile et Peter. Et... Salut, c'est Clément. Clément, c'est toi Clément. Nous parlons protection féminine, protection hygiénique, nous parlons contraception, le fait que ce ne soit pas remboursé par l'État aujourd'hui. Comment récupérer de la thune sur, si on rembourse les tampons, si on rembourse les pilules. Théophile proposait de réduire les dépenses liées aux personnes âgées. Alors je voulais réouvrir le débat, moi. Attends. On va réouvrir le débat un petit peu parce qu'on est ici à Pitt, on est en train de parler de ça entre gens voilà, qui plus ou moins civilisés, qui ont plus ou moins envie de tuer les vieux, enfin voilà, des gens bien quoi. Mais à côté de ça, on est à Pitt où il n'y a rien, par exemple pour des nanas qui auraient des cups, où globalement dans les toilettes il n'y a que des petits sacs en plastique transparents pour les nanas qui auraient des fuites importantes et qui voudraient cacher leurs trucs. En gros, c'est vraiment
baiser si t'es une meuf. Il y a de la bière, mais il y a pas de tampon, c'est vrai. Alors, toi d'abord, ensuite toi. Bah moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense qu'il faut aussi repenser la société, genre on sort des toilettes avec notre cup et on va la rincer dans l'évier et ça choque personne. Parce qu'on peut pas avoir des toilettes avec des éviers partout. Bon, alors là, Ouais, on n'a c'est pas vrai. d'évier, mais malgré Au tout. camping il y en a. Tu vois, genre... Donc est-ce que en fait alors il y avait un point, est-ce que attends ça tu vois, juste après toi. J'avais un point parce qu'en effet, on pourrait développer ça. Je pense qu'il y a, On parle il y a de une protection possibilité. hygiénique. Maintenant, est-ce que ta bière, t'as envie qu'elle te coûte 8 € ou 9 €? Je comprends pas. Alors, ajoutons 1,50 € à ta bière. Pour Est-ce que tu continues à être heureuse? Moi, je suis pour la bière à 6 € et des patates. Et pas de ce genre de choses dans les... Mais attends, c'est un... ça se radicalise, alors attention Anaïs. Donc est-ce que le fait que cette bière soit trop chère et que du coup si on veut mettre des facilités en plus pour les femmes, il va falloir que tout le monde contribue. Et ça pose un problème à Peter de contribuer pour un évier dans les... Alors, on a, si tu veux, quelques archis avec nous qui pourront t'installer un point d'eau pour pas très cher. Globalement, a priori, tout le monde n'aura pas besoin de mettre 1,50 € de plus pour que des nanas puissent avoir en plus des solutions beaucoup plus écologiques. On est dans un endroit beau, naturel et tout ça. C'est quand même un peu con de foutre des applicateurs dégueulasses partout. Le sujet est trop grave pour que vous restiez comme ça là. Il faut Venez, allez, venez. Un tonnerre d'applaudissements pour nos nouveaux venus qui ont rempli nos trois chaises. C'est maintenant là. Monsieur avec le bob, Strasbourg, Australia, Billabong. Il est 15h. On a théâtre les gars. Un mot de la fin? Merci pour... vous faites un travail formidable, merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Alors, On a théâtre. bonjour Dani, viens. Ah, toi aussi? Ouais, malheureusement, Alors, mot on de a la fin théâtre. Comment? Mot de la fin? Mot de la fin, c'était un vrai plaisir de... Oui, protégez-vous, c'est très important. Et vive les culottes menstruelles. Vive les Ça, culottes c'est important. menstruelles. Pourquoi c'est bien ça alors? Vous vulgarisez. Bon, les culottes menstruelles, non mais c'est bien parce que c'est déjà, comme on dit en anglais, washable. Un plaisir partagé et d'offrir surtout. Merci. Pourquoi c'est bien les culottes menstruelles? Parce que c'est juste pas un truc que tu mets dans ton vagin et que tu rejettes après. Et c'est lavable. Mais le problème pour moi c'est que ça contient pas assez. Oui voilà, il faut la plusieurs fois. Je pratique pas personnellement. J'en suis au stade du tampon. Et en fait là si on retourne sur le problème du festival, c'est que finalement est-ce que ce serait vraiment utilisable dans ce contexte-là où en fait il n'y a pas de point d'eau à côté des toilettes, on en revient pareil que Non, pour et la je pense cup. qu'on n'est pas encore au stade où tu laves ta cup devant tout le monde et ça choque personne. Enfin là pour le coup c'est faux. Enfin je pense que oui on pourrait, mais je pense que à mon avis t'as ta cup pleine de sang et tu traverses un concert, je pense que tu te prends plein de... Enfin, tu vois, pogo, ça en fout partout. Enfin, non, c'est vraiment pas encore la solution idéale. Ça tâche, oui. Alors, en même temps, le but ce serait quand même de ne pas avoir à traverser, je suppose, le site. Ou alors on met des bouteilles d'eau à disposition à l'entrée des toilettes. En Ou plastique des cups remplis d'eau. Et on les rince dans les toilettes. C'est comme ça qu'on fait, hein. Quand il n'y a pas d'évier, moi je rince avec une bouteille d'eau. Mhm. Voilà. Est-ce que ce serait une revendication à faire pour le festival pour l'année prochaine, pour aller plus loin encore dans leur protection de l'environnement? J'ai juste un petit exemple, je sais pas si elle est dans le coin, mais tout à l'heure j'ai rencontré une fille en gros qui était en méga galère justement parce que elle avait pas de tampon. On était à la plage, j'ai fait en fait j'ai encore 2 jours de festival et impossible de trouver sur le festival à l'infirmerie, impossible de trouver et franchement c'est quand même ouf qu'il n'y ait pas de tampon quelque part dans ce putain de festival, tu vois, enfin, même à l'infirmerie et autres. Du coup elle est venue avec moi, on a marché 10 minutes, je lui ai filé des tampons mais en gros enfin, moi je sais pas si j'ai pas de tampon, ma vie est foutue là. Enfin, Donc on revient en fait à la base c'est un produit de premier besoin qui n'est ni remboursé ni accessible facilement, qui devrait être vu presque comme des pansements. Bonjour, une nouvelle venue, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lucie. Lucie, bonjour Lucie, nous avons Sophie. Ouais. Maxime, Anaïs, Joséphine et Mikey, nous parlons de protection féminine et du fait qu'elles ne sont pas très facilement accessibles et ni remboursées. Et dans ce festival, mais en fait je pense qu'on peut généraliser au reste. Est-ce que tu as... J'ai rien à ajouter. Non, rien à ajouter. Très bien. Est-ce que vous pensez... Comment peut-on faire pour changer les choses?
Quelles sont les actions que nous avons en tant que citoyens, citoyennes pour pouvoir rendre ça plus accessible? Que pensez-vous? Pensez-vous qu'on est déjà privilégié par rapport à d'autres pays? Bien sûr. Non, et surtout là, on voit quand même que. D'accord, je prends pas le micro. On voit quand même que ces dernières années, il y a quand même plus d'options qui se sont. Enfin là, je sais pas, en 5 ans, il y a quand même beaucoup plus d'options qui se sont un peu plus démocratisées et rendues beaucoup plus accessibles. On parle de la France évidemment, hein, je parle pas de l'Inde ou d'autres pays où là pour le coup c'est encore une galère. Et je sais pas si vous avez vu ce court-métrage qui a fait le buzz sur Netflix sur les protections hygiéniques en Inde, mais non, c'est. Dis-nous en plus, pour les gens qui n'ont pas vu. C'est un tu l'as vu, c'est un court-métrage qui a remporté un prix là aux États-Unis d'Amérique, et en gros c'est sur le fait que c'est hyper tabou en Inde, enfin pratiquement tout est tabou, mais notamment ça aussi, que justement les femmes n'ont pas le droit parce que c'est sale d'avoir ses règles selon elles, c'est sale d'avoir du sang qui sort de ton corps, et du coup elles n'osent pas du tout, et c'est marrant parce que tu vois une fille qui essaie de lancer une marque de serviettes hygiéniques, et en gros les femmes osent même pas la regarder quoi. C'est vraiment sale, elles ouvrent pas leur porte, elles veulent pas acheter au début, et non, c'est grave. Il y a une honte en fait. Du coup du coup elles développent vachement de maladies parce qu'elles mettent des draps, qu'elles se mettent carrément à l'intérieur, et du coup mais c'est genre qu'elles laissent ils montrent un moment une espèce de dépotoir de draps plein de sang, mais que c'est un peu. Je pense qu'il faudrait que les gouvernements s'emparent du sujet et il faut rappeler que c'est complètement naturel et que les femmes ne choisissent pas d'avoir les règles, et que du coup c'est vraiment un besoin d'utilité publique. Public. Ouais, tout à fait, mais en fait on en revient un petit peu au débat à ce que Théophile disait, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont importantes aujourd'hui. Est-ce que ça c'est aussi important, plus important que l'environnement, que les vieux, que les personnes âgées, que la protection de la santé, que le cancer? Comment en fait pousser ce débat en haut de la pile? Et est-ce qu'il devrait vraiment être poussé en haut de la pile? Moi je pense qu'il y a des trucs plus importants quand même. Voilà. Mais c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a plein d'autres trucs à gérer, les règles c'est relou. On n'en parle pas assez, c'est tabou, mais je pense qu'on a quand même pas mal de moyens là de nos jours, ça va, on se démerde pas trop mal. Oui, mais d'autres pays apparemment... Il y a des trucs à faire, mais je pense que... Voilà, on en parle un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que ça. Comme quoi? On rembourse le Doliprane et pas la pilule. On rembourse le Doliprane et pas la pilule, les contraceptifs. La pilule c'est remboursé. La pilule c'est entièrement remboursé, mais évidemment, et quand c'est pas remboursé, ça coûte, si les pilules de base, 3,90 pour 3 mois, tu vois. Ah oui. Donc c'est complètement accessible la pilule. Les protections hygiéniques, ça va être remboursé aussi, ça a été voté. Oui. Les préservatifs, pareil, bon après c'est relou, faut aller chez le médecin, machin et tout. Des préservatifs gratuits, il y en a partout. Moi je suis à la fac, tous les jeudis il y a des distributions. Pour la même chose c'est très cher, c'est très cher et très mauvais. Mais la cup, il faudrait que ça soit remboursé, je suis d'accord. Voilà. Ça va, non, d'accord. Qu'est-ce qui... Rembourser. Qu'est-ce qui est plus important du coup? Tu dis c'est pas forcément la priorité. Ah mais je pense que chacun chacun a son combat. Donc je pense qu'il y a d'autres choses importantes. Moi, je sais pas, cette année, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt le fait que nos études restent gratuites et tout en France. Voilà. Mais après, je pense qu'il y a plein d'autres combats qui sont plus importants que les règles, et je pense que chacun a différentes idées à ce propos. Voilà. D'accord, l'éducation gratuite. Alors j'ouvre le débat, sauf si vous voulez continuer là-dessus. Est-ce que c'est important pour toi? Éducation gratuite pour tous. Éducation gratuite pour tous, en France, à l'étranger? Bien sûr que c'est important. Et... Attends pas. Ouais. Bien sûr que c'est important. Et le problème qu'on a en France, c'est aussi une scolarité, éducation à 2 vitesses. Entre les écoles privées, ça coûte 10 000 balles. T'as les formations qui peuvent être de dingue, tu trouves un taf direct. Et de l'autre côté, la fac aussi, où c'est très cool, où c'est pas cher, etc. Mais ça galère pour rentrer sur le monde du travail après. Donc voilà. Donc on est dans une société à 2 vitesses au niveau de l'éducation, où certaines personnes sont privilégiées parce qu'elles peuvent se payer des études, elles ont accès à des bonnes études, et d'autres en fait n'auront jamais accès à ça malgré leurs efforts. Bonjour. Comment tu t'appelles? Alexis. Alexis. Salut. Pierre. Alexis, Pierre, moi c'est Agathe. Nous avons
Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Lucie. Lucie, Sophie, Maxime, Anaïs et Joséphine. Et nous avons parlé de protection et une nouvelle personne. Bonjour. Baptiste. Bonjour Baptiste. Nous parlons de l'éducation à 2 vitesses en France, avec une éducation qui est gratuite et qui amène à moins de succès, nous disait Lucie, que pas forcément. Mais en tout cas, l'éducation gratuite et obligatoire. Et mais que les écoles privées qui sont plus inaccessibles donnent accès à des meilleurs postes et à des réseaux. Ah, je suis d'accord avec ça, avec ce constat. Il faut que je le commente, c'est ça Non, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez que c'est juste, pas juste? Comment ça se fait? Très injuste, mais est-ce qu'on pourrait changer ça? Est-ce qu'on pourrait changer ça? Oui. Interdire les écoles privées. Interdire les écoles privées? Non, mais est-ce que c'est une question? Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait interdire les écoles privées? Est-ce qu'on pourrait avoir que... Hein? Attends. Non, je dis ça a été un débat pendant longtemps de savoir s'il fallait laisser des écoles privées ou pas, et ils ont choisi d'en laisser, ça aurait pu tourner autrement, donc pourquoi pas changer. Remettre ça sur la table. T'avais quelque chose ensuite, toi? Oui, parce qu'en fait, il y a un décalage entre les 2 écoles. Ouais. Parce que on considère qu'il y en a une qui a un meilleur niveau que l'autre, ou c'est autre chose? C'est que de l'histoire de réseau? Alors, est-ce que c'est le contenu des cours, ou est-ce que c'est le milieu dans lequel les personnes évoluent? Non, je parle pas de la fac et l'éducation publique. La qualité est super aussi, c'est pas une question de qualité. Je pense que c'est une question de réseau, les portes que ça ouvre après. Et comment ça se fait? Pourquoi les réseaux se trouvent dans les écoles payantes et pourquoi pas dans les facs publiques? Parce que c'est des petits gosses de riches et tout le monde a de l'argent, et du coup comme les papas ont de l'argent, et ben il y a un réseau. Donc en fait c'est juste un entre-soi. Finalement les écoles privées payantes ne font que garder un cercle privilégié. Anaïs? Oui, on le voit notamment dans les études. Enfin, il y a 2 choses, c'est que d'une certaine manière, il y a une reproduction des classes et dominantes au travers justement des écoles privées, mais il y a aussi au-delà de ça, on va dire juste des socles universitaires qui ne sont accessibles qu'à certaines classes. Et on voit que même dans les prépas qui sont pourtant gratuites pour la plupart, on se retrouve à avoir des reproductions de classes qui sont de plus en plus importantes. Donc en fait, notre système est vraiment en train de foirer complètement la possibilité d'ouvrir à des gens d'accéder à de nouvelles positions. Et est-ce que c'est des gens qui se mettent ça eux-mêmes? En fait, est-ce que tu es en train de parler d'une sorte de plafond de verre que les gens se limitent eux-mêmes, ne vont pas en prépa par exemple, pour reprendre ton analogie, ou sont... Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il y a une sorte de décorrélation de plus en plus importante entre une culture populaire accessible et une culture dominante qui est toujours présente dans les classes préparatoires et qui est reproduite et qui finalement est de moins en moins accessible à des personnes. C'est pas des gens qui se limitent, on va dire, et qui se disent non, je peux pas accéder à ça. C'est juste que de facto, ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas le bon langage, ils n'ont pas pour pouvoir accéder à ça. Et on se rend compte que c'est un système qui sape, c'est du Bourdieu pur jus, mais c'est un système qui sape les meilleures intentions. Tu voulais dire quelque chose? Non? Non, pas forcément. Donc en fait on est dans un système, on reproduit socialement ce que nos parents ont fait, c'est de pire en pire, c'est ça que tu es en train de dire en quelques mots? C'est de la faute des parents, je pense. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut se responsabiliser maintenant. Est-ce qu'on réforme tout, ou est-ce que c'est à la marge avec des systèmes comme les bourses, les choses comme ça? Est-ce que ça peut fonctionner? Je sais pas. Est-ce que les bourses sont une solution? Mais en fait là ce que Anaïs dit c'est que, un mot de la fin. Merci pour tout, continuez les gars, et puis bon festoche. Merci beaucoup. Et une place se libère, venez, on est en train de parler d'éducation, on est en train de parler de justement, est-ce que c'est vraiment seulement l'argent? Anaïs disait que c'est pas seulement l'argent qui fait que c'est pas accessible, en fait c'est tous les codes, etc. Donc en fait avoir une bourse ne va faire que limiter... J'étais en classe préparatoire les 2 dernières années, et on était très diversifiés, il y avait beaucoup de mixité et c'était pas juste de l'entre-soi. Du coup en vrai il y a moyen que ça soit un peu partout pareil, et que finalement la prépa il y a quand même pas mal de gens de tous les milieux sociaux. Mais qu'est-ce qui s'est... alors Je pense que ça dépend des domaines aussi d'études.
ça dépend des domaines d'études. T'étais en prépa ingé, Baptiste? Ça dépend vraiment, parce que... Quoi? Alors, oui, Anaïs, tu voulais dire quelque chose? Non, au global, en tout cas, on se rend compte dans les études, quand on fait des volumes, qu'il y a une reproduction qui est de plus en plus importante et que en fait, ces filières d'élection, on va dire, elles sont quand même de plus en plus... Enfin, il y a de moins en moins de personnes de CSP-, de classe ouvrière qui réussissent à y accéder. Et d'autant plus, en fait, c'est vrai que peut-être que les sciences, c'est encore un des secteurs qui reste un tout petit peu ouvert, mais enfin, les sciences politiques, enfin, toutes ces choses-là, pour le coup, c'est vraiment des filières où on voit que commerce, c'est extrêmement fermé. Et je suis passée par cette voie-là aussi. Et oui, on voit que ça se reproduit énormément. Donc c'est de pire en pire, non seulement c'est de pire en pire, et en plus les secteurs qui étaient déjà pas très ouverts sont de plus en plus fermés. Tu voulais dire quelque chose, Sophie? Venez, rejoignez-nous autour de la table, bien sûr. Oui, comment tu justifies que les profs de prépa ils soient beaucoup mieux payés que les profs en général? Alors, on a une question, on va accueillir nos venus. Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Benjamin. Benjamin, on est en train de parler de l'éducation à deux vitesses, de certains secteurs qui sont cloisonnés et du salaire des profs de prépa. Par rapport à quel prof? Bonjour, assieds-toi. Oui, bien sûr, ouais. Non mais les salaires des profs de prépa, on peut pas se plaindre qu'un prof soit... Moi ça me choque pas qu'un prof soit payé autant. Ce qui est plus choquant c'est que certains ne soient pas aussi bien payés, c'est tout. Donc c'est la différence de salaire qui... Oui. Non. Ouais. Qui critique un peu. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Édouard. Édouard. Alors Édouard, on est en train de parler d'éducation, on est en train de parler d'élitisme en fait, de privilèges dans certains secteurs qui avec des... Allez, lâchons le mot, sortons les lions. De certains secteurs où les profs sont mieux payés, où les gens viennent de milieux plus privilégiés, donc du coup un meilleur réseau. Pourquoi ? Comment faire pour changer? Est-ce que payer tous les profs de la même façon aurait un impact peut-être sur la qualité de l'éducation ou sur la... Le débat est centré sur le salaire des profs de prépa? Pas forcément, c'était un élément, plutôt sur l'éducation. Parce qu'Anaïs disait que tu as certains milieux comme les sciences politiques, le commerce... Où finalement tu n'as qu'une certaine classe pour reprendre le mot de classe, de personnes qui y vont, donc des personnes plutôt riches, je suppose, privilégiées et assez homogènes en fait, dans des groupes assez homogènes. Bah, tout à fait, il y a un sociologue qui s'est penché sur le sujet, notamment Pierre Bourdieu, qui nous explique que, effectivement, dès la naissance, on a certains capitaux, ça peut être des capitaux génétiques, des capitaux financiers, des capitaux de connaissances. Et effectivement, cela se reflète sur notre carrière, le succès qu'on aura dans le monde du travail. Et c'est vrai, il y a un problème par rapport à ça. Mais je pense que on ne peut pas forcément le résoudre. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des enfants de riches. Et c'est sûr qu'ils auront des facilités plus tard. Et donc du coup, est-ce qu'on est ok avec ça? Est-ce qu'on dit bon c'est comme ça? Non, on n'est pas ok. Mais bon. Non, on n'est pas ok. Je pense qu'en effet, tout à l'heure, on a abordé, je pense qu'en effet, ça part de presque la naissance et déjà le type d'école. Et quelqu'un a abordé la question de pourquoi pas supprimer les écoles privées, sans être aussi radical. Je pense que ça, j'ai pas de solution évidemment, mais j'imagine que c'est vraiment dès la plus tendre enfance que des solutions doivent être trouvées. Et oui, ça peut être une option. Oui, bien sûr. Moi je pense au contraire qu'il faudrait peut-être s'inspirer des écoles privées et d'essayer de le mettre partout et de rendre les publics avec des critères un peu comme les écoles privées pour essayer de mettre tout à niveau. Faut pas faire en fait un nivellement par le bas, mais c'est exactement ce que tu dis. Mais ce que nous disait Lucie tout à l'heure, c'est que c'est pas vraiment le contenu des cours qui fait qu'il y a ce clivage, c'est plus les gens qui vont dedans et que du coup c'est un entre-soi, que les gens ont plus de réseaux. C'était toi Baptiste qui disais aussi que c'est des fils à papa et que donc du coup après ils vont trouver du boulot facilement. Donc en fait t'as tout ça qui s'engraine. Alors est-ce que vraiment le fait de prendre les critères privés, quand tu dis critères des écoles privées, qu'est-ce que tu entends? Parce que j'ai l'impression que au niveau des salaires des profs, pour revenir sur les prépas, le fait de pouvoir mettre des salaires un peu plus hauts au niveau de l'éducation pour des gens qui se sentiront peut-être plus investis et qui ont envie de donner plus, parce que c'est quand même le critère principal,
ça serait intéressant et ça permettrait peut-être à tout le monde de créer une homogénéité. Et après peut-être la mixité au niveau des personnes, et ça peut aider, c'est sûr. Tu avais une réaction? Non, je suis d'accord avec Benjamin. Mot de la fin. Merci. Anaïs, un mot de la fin? Merci à tous, c'était un débat vraiment très enrichissant et continuez. Merci Anaïs. Hey, il y a une place de libre à la table, viens nous rejoindre. 2 places, 3 places. Bonjour, attends, excuse-moi, je te donne la parole dans 2 minutes, 2 secondes. Comment t'appelles-tu? Ella. Ella. Ella, tu as suivi le débat, nous parlons d'éducation, nous parlons de privilèges. Dis-moi qu'est-ce que tu voulais ajouter? Alors, je voulais juste dire que, étant pas français, j'ai souvent la comparaison entre mon pays de naissance, l'Italie. Ouais. Où effectivement les parcours sont moins tracés, sont moins prédéterminés, c'est-à-dire qu'en France j'ai l'impression que pour accéder à une certaine profession il faut avoir une certaine carrière académique bien figée, alors qu'en Italie on est plus libre de faire un peu ce qu'on veut et ça dépend du talent, on va dire. Après par rapport aux écoles privées, il y a un modèle qui est très intéressant, c'est le modèle de l'école Bocconi à Milan, une école de commerce qui effectivement est une école privée qui coûte cher, mais qui est une organisation non-profit. Et donc en fait ils réinvestissent tout dans les salaires des professeurs ou dans les locaux. Et ça pour moi c'est un modèle idéal, vraiment idéal, parce que les professeurs ils sont payés très cher et ils sont très motivés. Mais effectivement, mais même les écoles en France, c'est pas... Alors attends, tiens. Forcément ça exclut les personnes qui n'ont pas d'argent. Donc est-ce que ça règle le problème? Ils peuvent faire des prêts. Alors donc on a Lucie et ensuite Joséphine. Les prêts, est-ce que faire un prêt du coup ça permettrait de régler le problème? Non, on parle de cette école en Italie qui est un not for profit qui donc du coup se réinvestit tout. Est-ce que c'est une solution pour enlever l'élitisme? Et là, rappelle-moi ton prénom? Benjamin n'est pas forcément d'accord, puisqu'il dit si c'est très cher, en fait, on ne peut pas forcément y arriver. Non mais c'est clair, on vient tous les trois d'une fac privée complètement élitiste, je trouve. Donc en soi... Et c'est les dossiers qui tombent. Et ouais, je suis assez d'accord. Avec toi, c'est un peu dur à changer, ouais. mais c'est excellent ce truc. Bravo. Eh ben, il est mignon comme tout. Eh ben, bienvenue, comment tu t'appelles? Mario. Et toi derrière? Thomas. Thomas, on est en train de parler d'éducation, en train de parler de la France, qui serait plus élitiste que d'autres pays, puisque les besoins académiques sont plus importants par rapport au mérite figé. Joséphine, tu voulais dire quelque chose? Non, mais quand on parlait tout à l'heure de l'université Boccolini, c'est ça? Bocconi. J'avais entendu parler de celle-ci, mais c'est vrai que de toute façon, pour moi, ça règle pas du tout le problème de l'élitisme, parce qu'il faut quand même y rentrer dans cette fac et c'est très très cher aussi. Donc très bien que tout soit réinvesti, mais de toute façon, le problème il reste le même. La fin. Alors, attends, vas-y. Alors. Non, comme tous les études qui sont relativement coûteuses plutôt, on a la possibilité de faire des emprunts ou on peut recevoir des bourses et ça joue sur le mérite aussi. Moi j'ai beaucoup de copains qui sont là-bas et qui effectivement ont pu gagner beaucoup de primes, beaucoup de prix et beaucoup de bourses d'études et finalement ils n'ont pas payé leur scolarité quoi. Ils l'ont payé après, du coup. Ils ont repayé après leur scolarité. Baptiste, un mot de la fin? Ouais, c'était très sympa, merci à tous et on se retrouve pour boire de l'alcool tout à l'heure tous ensemble. Très bien, merci Baptiste. Bisous Baptiste. Et là? Bien joué. Il y a aussi, juste par rapport à l'élitisme, on parle pas mal de qualité, mais il y a aussi la quantité d'une certaine façon, parce que en France par exemple, par rapport à l'Angleterre, l'élitisme il est extrêmement restreint. En fait, il y a beaucoup de chances à la base. On peut tous faire des prépas qui sont relativement gratuites. Mais après, il y a 150 places pour l'ENA par exemple. Et genre, ça veut dire que c'est très très restreint. Tandis qu'en Angleterre, il y a quand même 4000 personnes par an qui vont à Oxford par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a plus de possibilités aussi.
d'avoir une élite plus large en tout cas qui vient de... En France ou en Angleterre? En France c'est très très restreint. L'ENA c'est 150 personnes sur 10 000, enfin je sais pas, genre c'est absurde, tandis qu'en Angleterre t'as 2 grosses universités qui prennent 4000 personnes par an. Donc en fait on a non seulement on est plus élitiste à la base, donc pour arriver aux écoles qui te donnent des bons travails, c'est plus compliqué, mais en plus ceux qui arrivent sont vraiment très limités. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin ou est-ce que vous voulez vous rasseoir pour réagir? On vous embrasse très fort. Merci pour votre participation. Un autre mot de la fin? Bon festival à tous, gros bisous. Merci, tiens, assieds-toi. Non? Alors, ouais. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Sur l'Angleterre, t'es anglaise, t'habites en... D'accord. Alors je trouve que moi j'habite à Londres aussi et c'est vrai que mon cousin qui a 2 enfants assez petits, en gros il me dit que l'élitisme en Angleterre est justement hyper prononcé parce que dès le début, ils ont, enfin son fils qui a 6 ans, il a des concours tous les ans déjà. Enfin c'est quand même hallucinant. Il a 6 ans et il est déjà en compétition avec tous ses copains en fait. C'est vrai. Et dès le début, ils emménagent à côté de bonnes écoles quoi. Enfin tant qu'en France c'est pas nécessairement quelque chose. On n'y réfléchit pas nécessairement là. Mais en Angleterre, c'est dès que tu nais, tu es près d'une école stylée, tu vois, enfin, qui va t'amener quelque part. Mais bon, il y a plus de place quand même, malgré tout. Alors tu dis qu'en France c'est pas ça, mais là toi C'est exactement pareil en France aussi. Selon l'endroit où tu es né? Bah oui, quand tu es dans les beaux quartiers, tu vas dans les bons collèges et tu te fais les bons copains. Oui, parce que les écoles publiques sont... Des bons contacts. Ouais, non, mais puis je pense surtout aussi qu'il faut dire que la France, on est pratiquement un des seuls pays où l'université, on la paye rien du tout, que quand tu vas à Paris, à la Sorbonne, tu as des possibilités de futur qui sont quand même assez développées et avec des bonnes cartes et où tu peux rencontrer des gens et que les gens sont en train d'instaurer de plus en plus de mixité. C'était mon mot de la fin, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Un mot de la fin? Ouais, le mot de la fin c'est merci à tous pour ce bon moment. Merci. Bah le même. Merci beaucoup. Et bienvenue, on a un nouveau venu, comment tu t'appelles? Agim. Agim, bonjour, on est en train de parler d'éducation avec, rappelle-moi ton prénom. Eduardo. Eduardo et la Joséphine. Léonard. C'est lequel d'entre vous deux? C'est Léonard. C'est Léonard. Qui voulait parler d'éducation. Et... Jordan. Bonjour, et encore de nouveaux venus. Et comment tu t'appelles? Lénie. Romane. Théo. Je vais peut-être oublier vos prénoms un petit peu, mais je vous redemanderai. On est en train de parler d'éducation, en train de parler d'élitisme, de comparer les systèmes anglais et français que l'élitisme en France est plus important et c'est plus difficile d'arriver à des positions de pouvoir, mais en plus de ça, c'est plus restreint, il y a moins de personnes dans ces écoles. Ella parlait de Oxford par rapport à l'ENA par exemple. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste conclure sur le fait que je trouve, en tant qu'Italien, je trouve assez choquant que toute l'intégralité de la classe politique française ait plus ou moins exactement le même parcours, ce qui peut comporter des dégâts assez importants dans la mesure où ça crée une classe politique qui est formatée finalement. Qui sort du même milieu, qui a le même réseau. Et donc voilà, enfin, en Italie par exemple c'est pas le cas. Je vais pas lancer des roses à la classe politique italienne parce que c'est compliqué. Mais bon voilà, sur ce je vous quitte. Je vais me baigner à la plage. Tu fais bien. Et je vous souhaite un très bon dernier jour de festival. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Agim, est-ce que tu veux réagir sur la classe politique? Ça c'est une question intéressante. Tout le monde a le même parcours. Alors est-ce que vraiment on est représenté? Est-ce que tout le monde est représenté au pouvoir si tout le monde a fait le même parcours? Qui va s'énerver? C'est Léonard qui s'énerve? J'ai pas entendu la question. Est-on représenté par les hommes et femmes politiques qui ont fait tous le même parcours comme vient de le dire l'ami qui vient de partir, Eduardo? Absolument pas. Moi je trouve que la politique actuelle en fait, c'est même plus de la politique au sens du terme où on doit gérer quelque chose pour le bien commun, c'est devenu une profession et une caste de personnes qui ne servent qu'eux-mêmes mais ils s'en rendent même pas compte au final. Et du coup il faudrait un peu se réapproprier tout ça, ne serait-ce qu'en débattant, là on est dans ce genre de choses, et peut-être déprofessionnaliser un peu ce milieu et la rendre accessible un peu à tout le monde quoi. Ouais, il y avait des mots intéressants, caste, déprofessionnalisé, on vous entend pas beaucoup de ce côté de la table, est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Lénie? Pas forcément. Non? Moi je suis d'accord. D'accord, déprofessionnalisé, alors comment on peut... Agim? Moi j'ai pas d'avis là-dessus. Non, pas d'avis. Un mot de la fin. Pour tout.
Au revoir et bon festival. Bon festival. Comment peut-on déprofessionnaliser ce secteur? Est-ce qu'il y a des solutions, des alternatives que vous connaissez qui existent? Est-ce que vraiment on en a besoin? Désolé, du coup je réponds à mon propre truc, mais... Bah oui. Je pose les questions et je dis les réponses. Bah comme les politiciens. Non mais du coup je pense que même si localement on peut se réapproprier un peu la gestion au niveau local en fait, faire des petites assemblées, essayer de créer des synergies locales pour remonter ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Après voilà, c'est de la théorie, je sais pas si ça serait... Donc au niveau local, impliquer les citoyens? Bah faut qu'ils s'impliquent déjà eux-mêmes, parce que ça part aussi d'un quelque chose de personnel, et aussi après oui en effet les amener à s'impliquer ou en tout cas leur donner les outils. Pour Donc pouvoir, remplacer les politiciens par des gens... multiplier les référendums, ce genre de trucs quoi, enfin, vraiment redonner une vraie parole directe quoi. Direct aux citoyens. Ouais. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Alex. Alex? Martin. Martin. On est en train de parler de comment redonner du pouvoir au peuple. Je périphrase, mais aux gens, à tous les gens, sachant qu'on a une classe politique qui a fait le même parcours scolaire. On était en train de parler d'éducation avant. On s'était rendu compte que de toute façon il fallait faire partie d'un certain groupe social pour pouvoir accéder à ces rôles. Et en plus de ça, après on arrive dans une caste professionnalisée, ce que nous disait Jordan. Sur la politique participative, moi je pense qu'en effet l'idée est belle et je pense que ça se devrait pas... Enfin, en fait oui, le peuple aurait la parole et je suis complètement d'accord avec toi, mais je reste quand même persuadée qu'un groupement de personnes, à partir du moment où tu es en groupement, tu as besoin d'un leader. Mais qui dit... en fait c'est comme ça qu'on voit depuis la nuit des temps, il y a toujours un leader, quelqu'un qui a l'idée, mais qui dit leader dit pouvoir, qui dit pouvoir dit... un peu je pense, des idées un peu biaisées à un certain moment, et pour moi c'est pour ça que je vois pas ce modèle fonctionner. Alors on a... Vas-y bien sûr, est-ce que quelqu'un veut réagir? Ah. Vas-y. Non, je disais que ça n'empêchait pas de faire les deux au final, il faut juste légiférer pour qu'il n'y ait pas de débordement, il faut légiférer pour que le pouvoir ne vienne pas trop important dans les mains d'une personne. Après qu'il y ait un leader ou pas, que ce soit une fonction naturelle propre à l'homme, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on peut quand même trouver une alternative plutôt que ce qu'on a aujourd'hui qui est pour moi insupportable. Enfin, ouais. Voilà. Mais c'est intéressant parce que tu dis légiférer, mais légiférer c'est... Qui est-ce qui légifère? Les pouvoirs politiques? Et puis non, mais puis en plus je pense que je suis peut-être un petit peu défaitiste, mais pour moi à partir du moment où tu donnes du pouvoir à quelqu'un, et en effet, je pense que c'est important de ne pas donner trop de pouvoir à une seule et même personne, mais je pense que tu ne peux pas avoir du pouvoir sans les travers, à savoir de la corruption, des pots de vin, à partir du moment où tu as du pouvoir, les gens vont t'entourer, pas forcément bien intentionnés, etc. Et en fait, en politique, moi je pense que de toute façon, tous les gens sont sales en politique parce que tu dois de toute façon faire des concessions. J'ai une tante qui travaille à la mairie de Paris et qui en gros m'explique ça, en gros que t'as beau te battre pour tes idées, en fait t'es bloqué. C'est comme quand tu travailles dans des grosses boîtes en fait. Les gens ont tous des objectifs différents, donc faut compiler avec tout ça et... Je comprends pas, en fait, c'est un débat sans fin, mais en fait, je comprends pas les alternatives qu'on pourrait trouver. Enfin, j'imagine, ouais. Ouais, non, mais du coup, c'est un peu défaitiste sur notre vision du monde, mais ouais. Donc en fait on a la question justement c'est qu'on n'a pas de pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Petit tour de table. Agim, est-ce que tu penses qu'on a du pouvoir en tant qu'individu? Non, je pense pas, moi je trouve pas. Non, pas de pouvoir en tant qu'individu? Actuellement dans notre politique, dans notre état actuel, non, je trouve pas qu'on a trop de pouvoir en fait. Non. Le seul moyen c'est de fonctionner peut-être en local. Ce que disait Jordan, oui. Comment ça se passe un peu actuellement en fait. Et est-ce que c'est ça qui va... en politique, je trouve pas nous, en tant qu'individus, on apporte quelque chose quoi. En fait, c'est complètement modifié. Mais alors, à quelle échelle peut-on faire quelque chose? Est-ce que tu penses qu'en tant qu'individu, on a du pouvoir ou sinon, à quelle échelle peut-on avoir une action? Je pense qu'on n'a pas de pouvoir en tant qu'individu, mais je sais pas à quelle échelle. Pouvoir? Pas de pouvoir? Non, pas de pouvoir. Non. Pas de pouvoir? Non, clairement pas. Non, ça dépend des personnes quoi. Ah. Le peuple, par exemple en France, Macron a forcément plus de pouvoir qu'un individu lambda et même les ministres, etc. Pour moi, à grande échelle, ouais, non, on n'a pas de pouvoir, on subit juste celui des autres.
Bon, moi je laisse parler, allez-y. Moi je pense qu'on a du pouvoir et qu'il faut pas tout attendre de l'État de toute façon, enfin qu'on peut s'engager facilement en France quand même et qu'il y a plein de façons de se faire entendre. À mon avis tout va pas si mal que ça. Ah donc là on a... Non mais c'est vrai que c'est très français d'être hyper défaitiste et de voir le monde en noir, t'as raison de le souligner quand même. Mais je pense que oui, en fait t'as raison aussi, il y a d'autres manières de s'engager, pas forcément politique et aussi à plus petite échelle. C'est vrai qu'en fait on oublie pas, mais... Vas-y, tu veux dire quoi? Non mais Aguim, en fait toi tu disais s'engager au niveau local, mais quand tu disais s'engager c'est au niveau au niveau politique, ouais il fait froid. Bah, je trouve que politiquement, moi je suis pas politique, j'ai pas d'informations là-dessus, mais je trouve que actuellement, voilà quoi, nos votes, ça n'apporte pas grand-chose. La politique elle est complètement corrompue, même si on nous fait croire qu'on vote à quelqu'un, mais je pense pas que c'est une vérité. Ce qu'on peut s'engager en tant qu'individu, c'est au niveau local, à militer sur une cause, écologiquement à s'engager aussi pareil sur une cause pour qu'on peut, voilà, peut-être que ça sera la petite goutte qui va renverser le vase quoi, en fait. Mais après politiquement on est arrivé aujourd'hui dans une situation, dans un état où on nous fait croire qu'on a du pouvoir, mais je pense pas que notre parole est prise en compte quoi. Moi j'aimerais bien entendre parler de la jeunesse, parce que là vous êtes là, on est en train de parler d'un monde qui va mal, apparemment on n'a plus de pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'on a du pouvoir en tant qu'individu? Venez. Un mot de la fin? Libellule. Merci. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes... Est-ce que vous votez? Non, pas encore. Donc vous avez encore... Enfin de toute façon on n'a pas de pouvoir, mais encore moins que les gens qui peuvent voter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une vision défaitiste du monde aussi? Oui. Bah déjà qu'en général en tant qu'individu on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais les jeunes c'est encore pire. Les jeunes c'est... Pourquoi? Bah par rapport aux adultes on est toujours dévalorisés. On dit toujours que les adultes ils sont plus matures donc ils ont plus de droits. Voilà. Vous êtes d'accord? Attends, est-ce que je peux demander, vous avez quel âge? 18 ans. Et quels sont à 18 ans les projets, les sujets qui vous concernent, qui vous inquiètent par exemple? C'est quoi? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que ça m'intéresse de savoir un peu, voilà. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Allez, un tour de la table des jeunes et moins jeunes. Aguim, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? L'écologie. L'écologie. Moi aussi. Écologie, c'est vrai, c'est le... Ok. Ouais, bah la même chose, écologie. Et d'autres choses ou que seulement l'écologie? Bah non, ouais, le climat, le réchauffement climatique, tout ça, bah en fait on se dit que finalement, vu à la vitesse où ça va, l'ampleur que ça prend, bah ça va peut-être aller super vite et nous, notre avenir, il sera peut-être pas le même parce que les adultes aujourd'hui, quand ils vont vieillir avec le réchauffement climatique, mais c'est nous, nos enfants, nos petits-enfants qui vont vraiment vivre les conséquences. Et je pense qu'il faut vraiment agir. Ouais, après j'ai pas trop d'idées en tête, mais par exemple la chute du pétrole, quand il y aura plus de pétrole dans 40 ans, il y a plein d'exemples pour l'avenir qui sont un peu inquiétants. Pour votre vie à vous, vous serez encore vivant? Ouais, voilà. Dans 40 ans a priori. Inch'Allah. Bon, moi le sujet qui me préoccupe le plus, c'est pas l'écologie, je dirais plus les inégalités. Les inégalités sociales? Les égalités de chance et sociales, ouais. Par exemple, une personne qui vient d'un milieu défavorisé aura beaucoup moins de chances d'avoir une ascension comme n'importe qui, tu vois. Ouais, c'était dans le débat dans lequel on était, l'injustice sociale, effectivement. Je sais plus, c'était genre 4% des enfants d'ouvriers, seulement 4% des enfants d'ouvriers arrivent à avoir un statut de cadre dans la vie professionnelle. Donc il y a une claire injustice. Bonjour, on a un nouveau venu à la table, comment tu t'appelles? Antoine, on fait encore 5 minutes de débat et ensuite on va faire une petite pause pull pour certaines personnes qui ont un petit peu froid. On est en train de parler de ce qui préoccupe la jeunesse
d'aujourd'hui, donc nous tous autour de cette table, beaucoup l'écologie, l'injustice sociale, on a beaucoup parlé de l'éducation et du fait qu'il n'était pas possible, que le système français était très élitiste et réservé, et que les meilleures écoles étaient réservées à un certain groupe de la population. Est-ce que tu aimerais réagir ? Je pense que je suis relativement d'accord avec ce qui se dit, dans le sens où il n'y a qu'à regarder, même c'est terrible, mais même dans ce genre de festival où ça reste des lieux d'ouverture. Je vois tous les talk shows qu'il peut y avoir, par exemple, autour des débats écologiques, et c'est génial, on est tous d'accord sur ce qui se dit, mais au final, parce qu'on est en entre-soi et parce que on a la chance d'avoir été éduqués, on a la chance d'avoir eu accès à ce type de pensée, et oui, bien sûr que le système français est excessivement élitiste, on n'a qu'à le voir avec les grandes écoles, et encore on a la chance, on a un système universitaire qui est pour le coup pas très cher et qui moi je suis un enfant de l'université, donc je vais pas du tout taper sur ce système, mais on reste au-delà du côté élitiste très encadré, et je pense que c'est très très compliqué une fois qu'on a choisi quelque chose d'en sortir, une fois qu'on a choisi une voie, de sortir de cette voie. Bien sûr, ouais. Si je peux rebondir aussi sur ce que tu dis, et je voulais le dire aussi tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en fait on te demande de choisir une voie à 18 ans. Mais à 18 ans, enfin moi je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, je voulais faire comme tout le monde, je me suis dit bon allez je vais faire école de commerce parce que ça veut dire on peut tout et rien dire en fait. Mais moi je trouve qu'aussi c'est en effet très difficile de sortir, et beaucoup moins je pense maintenant, moi ça fait 10 ans que je bosse et j'ai déjà changé plus ou moins de voie, mais bon c'est possible, c'est hyper compliqué, mais à 18 ans, en fait c'est hyper dur. Aux États-Unis par exemple, ils ont quand même 3 ans d'études un peu assez généralistes avant de choisir des majors sur les deux années d'après. Bon après t'as 22 ans quand tu choisis, mais bon t'as eu le temps de voir un peu des domaines qui pouvaient potentiellement te correspondre un peu plus. Donc on n'a pas de pouvoir, on est bloqué dans des choses difficiles et on a froid en plus. Quel est le mot de la fin ? Qui se lance sur le mot de la fin ? Je voudrais juste dire que c'est vrai que là ça fait je sais pas combien de temps qu'on débat, mais on est tous hyper défaitistes, c'est quand même un peu flippant. Enfin c'est vrai qu'on est tous, il y a quand même des belles choses de faites, notamment en écologie aussi, il faut quand même le souligner. Regardez le documentaire Our Planet si vous l'avez pas regardé encore, de David Attenborough, et c'est vrai que tu as toujours un peu un mot positif sur les inégalités et l'éducation pour le coup, et la politique. Moi je me dis que on a raison d'être on n'a pas raison d'être défaitistes. Non, voilà. Un enfant de l'université qui va pas taper sur le système. Exactement, certes, c'est vrai. Mais faut quand même souligner aussi qu'il y a des choses très positives et très belles qui sont parce qu'on prend le problème à bras le corps aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup, le média joue pas mal son rôle là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la jeunesse avec un grand D est quand même assez concernée, parce que je pense qu'on nous le dit beaucoup aussi. Voilà. Alors je vous propose pour finir de faire un petit tour de table des choses positives, de ce qui vous a rendu heureux ces derniers jours, pour qu'on soit moins défaitiste et pour faire plaisir à Joséphine. Non, mais justement, je voulais être sur un truc plus optimiste, parce que si on peut lier les deux débats, peut-être que l'écologie c'est ce qui fédère en fait, et qui va peut-être dépasser la politique et peut-être recréer en fait une participation politique, et peut-être que grâce à ça justement on peut aller positivement vers quelque chose. Donc voilà. Bravo. Qu'est-ce que t'en penses, Guim? T'es d'accord? Moi je vais rejoindre un peu Alex qui parlait tout à l'heure des inégalités sociales, quoi. C'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent dans l'humanité, enfin dans l'humanisme, je sais pas si c'est le mot, mais des associations sociales, enfin de partage des SAMU sociales ou les Restos du Cœur aussi, donc ouais, je dirais qu'il y a des belles choses qui sont faites. Parce que les gens ils sont sensibles en fait à ça aussi, parce que il y a de plus en plus de gens qui viennent en Europe, que ça soit politique ou des raisons de guerre ou des raisons écologiques aussi, parce qu'il y a ça aussi, quoi, maintenant des catastrophes. Mais les gens se mobilisent malgré tout pour s'aider les uns les autres. Alex, un mot de la fin positif? Moi je trouve ça positif que oui, avec les Gilets jaunes, qu'on soit pour ou contre, on a pu se rendre compte que même les gens qui pensaient ne pas avoir de pouvoir se sont rendus compte que maintenant ils peuvent ne serait-ce qu'essayer de faire quelque chose, et ce qu'il n'y avait pas forcément avant les Gilets jaunes. Pareil. Moi un truc positif, c'est qu'on est tous là au festival. Et on va profiter, quoi. Une dernière journée. Super, merci.
Ouais, voilà, et en plus il fait beau. Et en plus il fait beau, il fait un petit peu froid même. Moi je rejoins Lénie, on va bien profiter aussi. Super. Du coup, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression que la moyenne d'âge autour de la table elle est super basse et je trouve que les jeunes aujourd'hui sont vachement plus engagés qu'on a pu l'être notre génération et donc ça c'est un message hyper positif. Absolument. Eh ben, je propose de tous vous applaudir parce que vous avez été vraiment super. Merci beaucoup pour ce Tokyo Hockey. On applaudit Agathe. Merci à tous et on se retrouve dès que j'ai mis un pull. Okay, so welcome. This is Tokyoki. It is a pop-up talk show. It's our very, very first time at a French festival. We've been having some lovely conversations, meeting some wonderful people, including yourselves, I hope. Oh, thank you. I haven't met you yet, so I don't know. Come and get involved in this. We're just starting this up. Let me turn myself on, so to speak. Oui, on est Okay, hello. Can you hear me? Yes, you can. Okay, so could do with. Excuse me. Can you do me a favour? No, what? I just need you to point the camera upwards a little bit because it's a little bit too. You can do it for me. Just the camera needs to just be pointed up a little bit. Yeah, up. That's perfect. Thank you. Come and sit down and come and get involved in this. Hello, bonjour. So let's get some names. My name's Mikey. What is your name? Jodie. And what's your name? Marley. Marley. Okay. And what's your name? Bayla Forward. Bayla Forward, full name. Okay. Does that get shortened at all? What to? Bay. Okay. And what's your name? Freya. Baya. Freya. Maya. Freya. Freya. Okay. I can't hear in here. You know. Also, I'm old. I've been doing this too long now. Anyway, so my name's Mikey. What's your name? Kelly. Pierre. Julien. Okay, so the whole thing, come and have a seat, come and get involved. The whole point of Tokyoki, it's kind of up to you to decide what you want to talk about. We've just started, so we don't have a subject. Anyone got any ideas for a subject? What do you want to talk about? Anything? Monkeys. Monkeys, okay. All right, so we're talking about monkeys, that's the subject. What's your name? Iris. Iris. Iris, do you like monkeys? Yes. Have you ever met a monkey? No. No? Okay. Has anyone around the table ever met a monkey? Have you met a monkey? Yes. You have? Yes, I've met some monkeys. Yeah. Can you describe the experience? Very fun. They were stealing food you have in their hand, and they were very playful. Right. So it was great. Okay. Are there any monkeys here? Because I've got some freaks. There is monkeys here. These two. I'm a monkey. You're a monkey. Okay. All right. So that's a point. Come and get involved in this. Come and tell us what your name is. I'm Josh. Josh. Okay. So we're talking about monkeys. We like monkeys. However, they steal food. Why do we like them if they steal? I mean, really? They're cheeky. They're cheeky. Okay, so we kind of like that cheekiness, I suppose. Do you like monkeys? Yes, a lot, but I never met any. You've never met one? No, Okay. no. It's only you that, has anyone else met a monkey? Yeah. Yeah, I love it. Yeah. Can you tell us a little bit about the experience? It was in Kenya. With a little bit monkey. It was so sweet. Okay, what colour was the monkey? Like grey, something like this. Blue eyes. No, I don't think so. What did he steal? What did he steal? Sorry? What did the monkey steal? Did he steal anything? No, nothing. It was very nice. Okay, so monkeys are nice. I'm trying to get my head around this. Monkeys are nice, however, they steal. But they're cheeky, so it's okay. Josh, any thoughts on monkeys? Any thoughts on monkeys? No, Do you think not about really. monkeys at all? I have thought about them. Yeah, what have you thought? He hasn't. Okay. So these are my monkeys. These are my monkeys. Okay, so when you think of monkeys, you think of children. Are monkeys like children? No. No. What's the difference? Do children steal? No. No. Okay. Monkeys or children? Monkeys are different to children because they are very hairy. Okay. Monkeys are hairy. Children are not so hairy. Boys are hairy. Okay, so we're talking about, where do we want to go with this conversation? Do we want to talk about children? Do we want to talk about monkeys? Do we want to talk about, I mean, why monkeys? What's the whole monkey thing? Why is this, everyone talking about monkeys here? I want to talk about sharks.
Sharks. Okay, what do you want to say about sharks? Hang on. Sorry to interrupt. We need a final thought from you before. We need a final thought from you. What is the best spot for a siesta at Pizza Monkey? Okay. Any ideas? Where can this man sleep? In the children's area, there's a sort of a cold tent. You just need a child. Take a child down there, and you can. And that's the best. I had to sleep there earlier because I have these two. I want to talk about sharks. Okay, we're going to come to that, the sharks, but I need to get a final thought from this man. What's your name again? Julien. What's your final thought? I mean, you brought up the monkeys thing. Why did you bring up the monkeys? Because we are at Pit the Monkey, so I felt it was important to speak about this animal. Why is it named after a monkey, this festival? I don't really know. Do you know? I do, but I've got to be neutral in the middle here. I can't really. I think the organisers were in South America, and a monkey did something like there was a monkey charity out there, and the monkeys were very clever. They were washing plates or something, and then they they decided to start a festival based on the back of that, and all the money goes to the monkeys in South America somewhere. It's inspired by monkeys, this festival. Come and take a seat on the table of chat. Let me just refresh on the names. So we've got, what's your name again? Iris. Iris and Freya. And Freya. Iris, Freya. And what's Josh? Josh. What's your name? Bay. And Molly. Oh. Say it a bit quieter. Molly. Okay. And what's your name? Tara. Come sit down, come again. Yeah, you don't have to say anything if you don't want to. It makes me look more busy like that. If you stand like just hovering about, it looks like it's dangerous, but this is not dangerous. This is safe. At the moment we're talking about sharks. How you get out of here? I just live in here. I just live in here full time. But anyway, we're talking about, what do you want to say about sharks? They have got 3,000 teeth. Right, okay. And they haven't got the same teeth because their teeth is sharper than our ones. Okay, so they've got different teeth to humans and to monkeys. Have you got any views on, what's your name first of all? Alex. Have you got any views on sharks? No. Any views on sharks? My name's Tara, and I find sharks scary. Yeah? Yeah. Do you find sharks scary? No, I find them fine. Okay, sharks scary, not scary? Have you ever been in the sea? Yes. Are you worried about sharks when you go down there? I am worried about jellyfish. Okay, so it's a bit of worry. I am not afraid of sharks. Are you afraid of anything? No. Okay. So not afraid of sharks. Are you afraid of sharks? Should we just get rid of the sharks out of the sea? Yes. Come and have a seat. I mean, we're talking about where the sharks are kind of scary. They've got 3,000 teeth. We should really get rid of the shark. Whoops. We should really get rid of the sharks out of the sea. No. Why? Because they're living creatures. Because they're living creatures. What do you think about sharks? Should we get rid of them? They hurt you. You hurt them, they hurt you. Okay, so they only hurt you when you hurt them. Sharks, any opinions on sharks? What is the French for shark? Anybody know that? Any French people around? What's French for shark? Shark, like dun 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 dun. Look out. Come and have a seat. Come and we're talking about sharks. Is it Marley? Yeah. Marley doesn't thinks that we should encourage the sharks, but there's Freya's maybe a bit scared of. You're not scared of the sharks. I don't know. Some people are scared of sharks. Come and have a seat. We're talking about sharks. We're talking about monkeys. Have you got any views on monkeys or sharks? No. Are there enough of them? Is there too many of them? Come and have a seat. Any thought? Animals are helpful. What animals are helpful? Spiders. Why are spiders helpful? Because they take away bugs. They eat all the bugs? Okay, are bugs not helpful? Please. Okay, so we've got some new faces at the table. Hang on a second. So we've got Bay, we've got Josh, we've got Marley. What was it again? Tara. Tara and Alex and
Bear. 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 And what's your name? I'm Josephine. And we've got Freya and Iris. You're Iris, you're Freya. Come and sit down, come and get involved in this. At the moment we're talking about sharks and monkeys. Animals can be helpful, like a spider can be helpful. Do you like spiders? Oh, we didn't get your name. I'm Agathe. And actually I made my New Year resolution 3 years ago not to kill spiders anymore. Really? And I've done it. Right. I'm not killing spiders anymore. Why do you stop killing spiders? Because spiders, they're great. They kill mosquitoes. I don't like mosquitoes. They are important for the food chain. So I think, and who am I to decide on the life and death of another animal? Okay, so you've stopped killing spiders. Has anyone here killed a spider? Yes. I have. I've killed spiders before, and I regret it. You regret it? Yeah, I was an evil child, and that's what I did. What about mosquitoes? I don't like mosquitoes. I kill them all the time. They deserve to die. I feel. Yeah. So finally, we found an animal that deserves to die. It's the mosquito. Does everyone agree with that? Do mosquitoes deserve to die? No. Yes, they do deserve to die. They do deserve to die. Okay, Only Spanish ones. Only Spanish mosquitoes. Okay, do mosquitoes deserve to die? Spiders are okay, sharks are okay, monkeys, we want more of all of these creatures, but mosquitoes... No, what I wanted to say is I was wondering what does like spiders, mosquitoes, besides like biting us, what's their role in the whole, organism? What they for? Yeah. What do they do actually? The ecosystem. I don't know. I think they're probably part of the food chain for other animals to eat. That's the only use that they could have, like for lizards to eat them or something. They're food for other animals. Like lizards, for example, maybe some other animals. What's that? Can we talk about bees? Bees? Yeah. Okay, bees, I mean, mosquitoes deserve to die, spiders deserve to live. What about bees? Bees are helpful because they give us honey. Okay, so bees are a different thing altogether. Anyone else? Bees do not deserve to die. Yeah. What do bees do though? They make honey. Yeah. And... Is that what they're for? Yeah, they help us. And if you hurt them, they hurt you back. Okay. So, I mean, this is an interesting question that Josephine's brought up about what are mosquitoes for. And maybe now we're asking what are bees for, but we could also bring this back to the sharks and the monkeys. What are sharks and monkeys for as well, I suppose you could ask the same. Monkeys are, I don't know what they're for. What are they for? What are monkeys for? Nothing. Nothing, yeah. Do we really need a purpose for animals? Can it not just be? Okay. Do we need a reason for them to live? Okay. Do we need a reason for animals to live? But it's exactly the same question for humans actually. Do we need a reason? I don't see but it's like more like a big topic. But it's true that monkeys or sharks, for instance, like don't really see their role, but they're here. So yeah, I agree with Agathe actually about we don't necessarily need a purpose. Do animals need to have a purpose in life? Or could they, and what about human beings? What are we for? Running. No. Okay, what are we for? Anything on this side? What are human beings for? Nothing. Okay, nothing, we're just around, okay? Iris? Don't know? No. Okay, we've got a new face at the table. What's your name? What's that? Indiara. Indiara, what were you going to say, Freya? The humans are helpful because they save pets. Okay, so humans are here to be helpful. That's quite quite a good one. Are we here to be helpful, and are we being helpful enough in that case? What about other animals? Are they there to be helpful as well? Yes. So yes. Okay. Yes. They do be. They are helpful, like monkeys and geckos and spiders. And today here, I saw a spider somewhere trying to get a
fly. Okay. And just now, like 5 minutes ago, a horsefly bit my mummy on the leg. Oh no, okay, so that wasn't very helpful, I suppose, but generally, why are we here? We're having a philosophical discussion. What are humans for? Is it just to be helpful? And what about a horsefly? How can a horsefly be helpful? It just bit Marley's mum's leg. And what is that about? Why? What was that? Also, regarding spiders, just wondering why we're particularly scared about spiders and some particular animals instead of some other that are actually like as mean or as useless. But why spiders in particular? Why are you all scared? Spiders get so much hatred when they're just. It's in our makeup, it's in the human makeup to be scared of them because at some point they have bitten us or done something because they are poisonous variants of them, and so I think you have an internal mechanism which tells you that you should be scared of it, which is not right, of course. Okay, so it's way back in the past when the original humans were running around. One of those humans got bitten badly by a spider, and since then it's kind of in our DNA to actually just be scared of spiders. But that would be interesting if it's the case. It would mean that that initial conditioning is actually being ingrained in your DNA, in what you're made of. That would be crazy. How does that work? Yeah, I don't know. Or maybe what does it mean about today we're scared of rejection, for instance, or we're scared of not having enough likes on Instagram. Is it like if we survive this long, in 1,000 years, is it going to be in our DNA? Okay. Will the same kind of natural reaction to spiders also be in our DNA when it comes to not getting enough likes on Instagram? Will social media actually penetrate our DNA? That's what we're talking about. Come and are you scared of spiders? No, you're not. So it's not in your DNA. Come on, there's more seats over here. So some people around the table are scared of spiders. Agathe has suggested, and Josh has. Give us a final thought before you go. That we. I don't have one. I'm really sorry. What's that? I don't have a final thought. What are you thinking as you're going away? I was thinking, what am I going to drink next? Okay. Yeah, it's going to be cider probably. Yeah, it's in my side. It's drinking in our DNA. The quest for cider. You say no. Okay. Have you got final? Are you staying or going, Marley? Going. Okay. Have you got a final thought? No. Okay. Okay. So we're talking about. We're kind of left with this discussion about, is it in our DNA? And there's a few things about, let's call it human behavior, not liking spiders, thirsting after beers and ciders, and also wanting likes and being scared of rejection. Are these things actually in our DNA? That's what Agathe says. And we've got some new faces at the table. What's your name? Matthew. Victor. And we've got Josephine, Alex, Tara, Bear, and Agathe and Mikey. Come and have a seat. Come and have a seat on the. No, just sit down for a minute, because that makes it look much more like a popular thing that people can. If people look at and say, "Oh, look, what's your name?" Pierre. Pierre's come and got involved. I can do it too. Look, he can do it. I can do it. So, but we're talking about this. What the fuck are you doing right now? We're talking about. No, we're talking about DNA. Are we as slaves to our genes? We don't like spiders. Is it in our genes? We don't like rejection. Is it in our genes? We like beer. Is that in our genes? That's what we're talking about at the moment. I think it's about survival instinct, and you're afraid of spider because spider can bite you and kill you. You like to drink because you may mate easier, so you may reproduce. It's about natural selection and the will to reproduce. Okay. So liking beer is about the will to reproduce. Yeah, good point about the survival instinct, I would say, but for instance, what's the difference between a dog that could actually bite and kill you, and which is now considered like the best friend of like man's best friend, but and in the other side you have spiders. Why? How did it start? Just wondering. Okay. Is it a closeness, like they're
the dogs are mammals, right? So is it a closeness of the species? Maybe just like spiders are really far away from us. So it's more about a kind of distrust of alien things, I suppose, things that are not like us. We're talking about why do we do stuff? Why are we scared? Are you scared of spiders? What? Probably not. And is it in our genes? And what about the other things, liking beer? What's your name? Was it you? Yeah, Victor. Victor was saying it's about. Was it you? Victor was saying that actually that liking beer is actually about a desire to reproduce. The beer helps us reproduce, and somehow those that have got genes to. I think it's quite a good theory. It's got a theory that it deserves to be examined a bit more. I think. What do people think on this side? Is that why people like beer? She doesn't like beer, and she probably wants to reproduce. So. Are you struggling without liking beer? No. No, okay. Okay, so, I mean, what do other people think about this beer thing? Do you like beer? I like beer, yeah. Is it down to a desire to reproduce? No. But that's the thing, that maybe initially, like the way we were scared of spiders because they could kill us. Initially, maybe beer was made so we can reproduce, but in the meantime, we invented condoms, so it doesn't work anymore. And in the meantime, we invented a red spray so we can kill the spiders. So there's a reasoning back in the days, but it doesn't work anymore now. Yeah. There's also a spray to get rid of drunken men as well. But anyway, so we're talking about there's a few different subjects. I guess at the base of it is, are we kind of slaves to our genes? You know, are we programmed? Can we escape the programming? You've escaped it because you don't like beer, or is that just different programming? What's going on? Is it really in the genes, though? I don't know. Liking beer. I don't know. I'm not sure about that. I think for this particular example, beer, it's more like a social thing. I'll share just my experience with beer. So I used to hate it before, but I used to go to a lot of concerts. And in concerts, you don't really have a choice, right? So I started to like it, then I moved to London. And in London, if you don't drink beer, basically, you can't drink wine from pubs because it's disgusting. So that's, yeah. And so you don't have any other choice. So I don't think, you can't... Yeah, you have to like beer, basically. So it's more like a social acceptance. So it's a bit like... So it's not necessarily the beer that's in our genes, liking the beer. It's more about social acceptance is in our genes. Are you a beer drinker? Is it in your genes? Come and have a seat on the table of chat. We have got Josephine, we've got Victor, we've got Matthew. Clements. And we've got Agat and Tara and Alex and Mikey. At the moment we're sort of having this conversation about, it started off with spiders actually. Are we genetically programmed to hate spiders and sharks? But then we move on to beer drinking. Are we genetically programmed to like beer? Josephine says it's actually about social acceptance. She didn't like beer, but then she went to London, and if you don't like beer in London, you're basically got no way of actually socialising with people, because you have to go to the pub and people have to drink beer in order to talk to each other. So what's going on here? Are we the slaves to our genes, our programming? Can we escape our programming? And what else can we do if we're not kind of obeying our genes? What else have we got? But clearly, that's what Josephine was saying, things are changing, because probably initially we were scared of dogs, and then we learned to control the dogs, which means that we're not scared of them anymore. So things are evolving. There's a problem with the sound. We're evolving, basically. We've got some weird interference, but we'll just keep on going because I can't be bothered to stop it all to sort it out. This discussion is too important to... maybe I'll just turn on... That one, yeah, it's that one. There's radio mic interference. So I'm just going to use this one. I'm going to lose this mic. So what were we talking about? We're talking about, what was you saying? That the DNA is not necessarily fixed in times. Maybe. We're evolving all the time, but can we be the masters of our own evolution, I suppose, is your implication to that. How would you want to evolve? And can we evolve? Will we evolve? Would you like to evolve, and how? That's what we're talking about. Come and have a seat. Have you evolved, do you think? Okay, well, have a seat. Come and have a seat and find out.
I think we are perpetually fighting about what's engraved in our genes, and we are always trying to surpass it. We are always doing a dangerous thing that could kill us because it's fun and we want to push the limits more. So we have some codes in our genes, but we are always trying to forget about it. So we're always trying to escape that. Sorry, I'm eating chips at the same time, which is very unprofessional. We're talking about can we evolve? Can we actually consciously evolve as well? Is a question. Are we the slaves to our genes? And we've got Tara, Alex, Josephine, Victor, and Matthew. But hang on. We need a final thought from you. I know this is getting too heavy now. This is getting a little bit too deep. But we still need a final thought from you. I hope it's not. We're not destined to do something, and we can change the way we are programmed to. Yeah. So can we escape our destiny, our genetic destiny? Can we actually reprogram ourselves? Yeah, I think so. Every experience we experience in life is time to evolve. Okay. So we learn, and I guess one thing about human beings, we learn. So what's your names? My name is Hugo. Hugo. Already. Okay. We're also gonna make our. Okay. Oh, well, give us a final thought before you go. I'm gonna excuse Bear from this, but Tara, Alex, give us a final thought. I don't think we can evolve in one lifetime. Okay. So we need more than one lifetime to evolve. Can we evolve a little bit? Just a touch. No. No, not even a touch. Okay. Thank you. Where do you stand on the evolution thing? Sorry? Do you think we can evolve? Do you agree with Tara? Yeah, I agree with her. We can't evolve all in one go. So we're talking about, can we evolve in all it? Can we evolve in a lifetime? Does it take many lifetimes to evolve? Do people feel like they are evolving? A new face on the table. What's your name? I'm Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you. Have you got any view on this? We're sort of talking. What do you mean by evolve? Because I mean, it started off. The discussion started off with, are we genetically programmed to fear spiders and we kill them, but it's bad. Then we talked about, are we actually slaves to our genetic destiny? Can we actually evolve? And do we evolve consciously, or is it like a thing? Can we actually affect the direction of evolution, or are we just kind of slaves to our genes? That's where we are right now. I don't know if we've got Josephine, we've got Aurélie, and Hugo, and Agatha, and Mikey. Any views on it, Daniel? Well, I mean, I don't think you can physically evolve. I don't think you can change yourself. But there's all the stuff with people putting magnets in their finger, and but you're mentally, I think you can train yourself, and you can develop like how you live and stuff like that. Like, have you heard of Wim Hof? Wim Hof. It's called the Iceman. He goes and sits in the ice, and like you might have seen him on TV maybe, but he does these breathing techniques. Yeah. And the more you do them, the more that you're able to like improve your breathing. So I think there's a level of control that the mind has. Okay, so we evolve in our mind. There's a guy called Wim Hof. We evolve doing children's. Yeah. Because I can't evolve. My genes won't move since I am born. But my sons will have a little move from our genes. Yeah. So we evolve generation after generation. So the girl was right, we can't evolve with one life, but with two, yes. Okay. But why evolution should be just limited to genes? Oh. Evolution is way beyond the genes. You can evolve in one party, you can be different at the beginning or at the end, but you won't evolve for humanity. I think genetically we evolve doing children's. After we can evolve every minute. There's an exception. Pesticides. They make your genes change apparently. So we can evolve, but pesticides. But can we evolve like a better way of using pesticides or not using pesticides? Is that a kind of evolution as well? How we use? We can. I think we can, because I think if, for example, you smoke, maybe your body will make your children more resistant.
If you don't, maybe they will make your children less resistant. Okay. Or it can change of the way you live. Okay. If you move a lot, your child will be more like that. If you are only with a computer, your child will be like that. Okay, so the way you actually live affects your children. Move a lot, and your child will move a lot. Just sit on the computer, your children will be sitting on computers too, although more advanced computers. I think you've touched upon the problem. The problem is, in the world, we all do what we think we're meant to do, like be on computers or work. We're not living as humans. We're not evolving anymore as humans because everything is there. We have food, we have house, shelter. We don't want more, like we don't need more, so we're not pushing ourselves for more. Do you understand what I mean? It's like life is too easy now. Okay, so have we reached the 0 point of evolution where we don't looking good, where we don't are you evolving? Have you stopped evolving? Come and join in. So we will let you evolve without us. Let the conversation evolve. You can. We will go and we will think about that to try to evolve in the movement. Okay. Well, I like this idea, Hugo, about the evolving from a party, evolving from a festival, and I hope we're going to evolve from this festival. Before going here, I didn't thought I will come here. I evolved and I sit down. Well, thanks for getting involved and helping me revolve around the table. Whoops. So, a final thought? Thank you. Are you something? I'm going to dance. She could evolve her English. Okay, so I mean, this is a good point, Daniel. Have we actually stopped evolving now because we've got everything we need? There's no pressures on us anymore, or the pressures are quite minimal. It's like, you know, do I don't know, beer or cider or something like that. That's actually a really good point. I think that's like we don't necessarily need to evolve in some ways, but then I think the cultural aspect also has a lot to do with evolution, and that's. But in the meantime, like the whole world is evolving, like kind of not in the same way, but like but I think it's important to put the parallel between evolution and culture. Okay, so I mean, but I guess what you're saying is they're working together. Well, what I'm saying is essentially I think culture is something that comes from evolution. We have created a culture, and I don't like the current culture personally, but I think I think is we're no longer connected with what it is to be human. I feel that we're boxed in. Like I said, we're boxed in. You feel you have to go to school, you have to go to university, you have to get a job, whatever, yeah? But that's not really life. Life is more than that. Yeah. But we're all buying into this idea, and it's not giving us anything, you know? So in a way we've evolved a system that is actually kind of not doing what we want it to do. We've evolved this boxed in life, in a way, that everyone's reacting against. So somehow, I don't know how that happened, because as you said, we've got everything we need. Any thoughts on this side? Okay. You need to give me a few more seconds. Well, I mean, at the moment, I guess we're talking about this idea that we've kind of evolved to this point where we don't need material things like food and warmth and shelter, but we've also created this lifestyle where we've got schools and jobs and institutions, and we're kind of separating ourselves from each other, and we've kind of lost, I think that's what you're saying, Daniel, isn't it? What it means to be human in the same moment. I disagree. I think it's actually what we've been trying to do and why the reason that we're here today is that we're trying to find the essence of humanity, and the essence of humanity is I don't know, nobody knows, but there's no answer, but it's maybe a love, it's like not caring about all the material things anymore, it's really about the upper thing, what elevates you. So are we losing your humanity, or are we getting closer to it? In a way, we are getting closer to it because we are in a position where we can question everything, because there's no distraction.
Okay, so this is Tokyoki. Come and help us define humanity. We're doing it in English right now. Maybe we need to go into French because we got Daniel here, who's contributing a lot to this, and it's a good point I think you made. Again, that we actually, this space right here helps us define what it is to be human, define humanity, and that gets us closer to humanity. Josephine, anything? That's really deep. So no, but it's that's true in a way. But let me just give me 1 minute that I think about what you said actually. Okay, we've got to be too thoughtful. In the meantime, I can invite these people. Come and have a seat on the table of chat. Help us define humanity. That's what we're doing around this table. Suddenly, spontaneously, Daniel. Do you think that maybe like festivals and stuff like that, they touch like maybe almost a tribal instinct within us, you know? Because everyone's here is like a community in the past almost. Because everyone's here like partying, dancing. It's almost touching into what we used to be before civilization, I suppose. So it touches, I guess, on this kind of tribal, more instinctual kind of way of being. So are you saying that like what we're doing right now, really like here in Pete the Monkey, really recalls, like remind the situation where we were at the very beginning, like working with tribes and all that. That's true in a way, but it's been like that for like for forever basically, and it's not only linked to this kind of things we're doing right now. I think it's like it's not for me. It's not necessarily something that has been like from the evolution and the way we've been evolving. I think it's like. Yeah, I think I disagree a little bit with what you said in a way that I don't think for me it reminds me of the tribes and the way we used to live. It's just happening. Do you think this is beyond tribe? This is something new and something... It's... Yeah, we are humans, so we're evolving as tribes anyway, but I wouldn't think that this specific place here like reminds me of tribes. It's just the way we are actually. It's like we are tribes. We're not like solitaire. We're not like solo traveler in the lifetimes, you know. So. Okay, so the tribal thing may be a little bit tenuous, but that sense of gathering together is very contemporary. It's a kind of new thing rather than something that's ancient. I think what you mean is more that we're always tribes. That it's always there, but. For me, I'm from London, and it's a big city, and you don't talk to each other. Yeah, I might get the train with the same people every single day, but I've never said a word to them, and they've never said a word to me. So when I come to a place like this, I feel the connectivity. I don't know you guys, but I can sit and talk to you, and we're more open, I suppose, maybe. Because I try and live my life like that anyway, but in civilization, the world we live in, people are closed off. They're insular, you know, insular to themselves. Rather than like here, you're encouraged to interact, to talk, to dance. You know. Why is it then that come and have a seat, come and get involved in this? We have got Josephine, we have got Daniel, we've got Agathe. My name's Mikey. What's your name? Luc. Luc. At the moment, we're sort of talking about like Daniel's from London. In London. There's a whole bunch of people sitting on trains, not talking to each other, not connecting. Here, some of the people are from London, most of them are not, they're from mostly around France, but they are connecting and they are actually making connections with each other. They want to be open with each other. They're some of them same people. What's going on? What are we doing here? There's a suggestion earlier on that we're defining humanity here by making these connections. So you just come to us at a bit of a deep point, actually, a bit of like, you know, what does this all mean? What does it all mean? You know, earlier on we were talking about sharks and spiders, but we've moved on from that now. But you know, that's the luck of the draw. So at the moment we're talking. Daniel's like, why are we here connecting here? And we're not in London. I'm also from London. We're not connecting in London. Also because, as you said, like in London, no one's talking to each other, but there is no common interest. We're all here for a reason and for the same reason. We want to go to this festival, and we are like in a more welcoming environment to talk to people as well. But like if you go in the tube and you're just like sitting next to someone, or like what the hell are you gonna tell him? Like why? Just say hi. Yeah, it happens, and I love when I see this kind of situation where you're in the bus or whatever and you start talking about your day and it actually clicks. And I love seeing that. It is beautiful, and that's what I love about life, like connectivity between people. But yeah, in the meantime, and
thanks for like this kind of happening and any other happening, because like it gives us a purpose to get closer to each other. Yeah. Okay, Luke, have you got any views on this? Do you connect with other people? Maybe at this festival you do, but in the outside world? So I think that this festival installed like a framework of freedom and of connection. So when you go into this festival, you know that it's just people wanting to connect, or at least free, open-minded, and so it's easier actually. It's very easier to. So you can assume that people are open-minded here. Are you connecting with people at this festival? And why here and not outside? Is it because people are more open-minded here? That's what Luke says. Do you agree? Is it about the open-mindedness? Come and take a seat. We've got Luke, we've got Josephine, we've got Daniel, we've got Agathe and Mikey. And these two people are going to come and join in this conversation later. Come and join in. Come and join in. Okay. To say something on what you said. I might be wrong, but I think what you mean is here we have a purpose to talk to each other. We have a reason. But yeah, exactly. But I suppose why? No, that's not what I'm trying to get at. I suppose why do we need a reason to connect? It's like maybe the tube was the wrong metaphor, but like when I was growing up, I knew all of my neighbours, every single one. Now, I don't know the person who lives next to me, and I don't think you need a reason to talk to, like, you know, I mean, obviously you don't go up to everyone and say, but like, you shouldn't need to feel you have to have a common interest to be able to engage, you know? So are we just all talking, connecting to each other here at this festival because we're all the same and we've got this we're all part of the same tribe, to go back to the thing, or is it because we've wanted to do it all the time in other places? We've got Luke, we've got Josephine, we've got Daniel, Agathe and Mikey. What's your name? Leo. So we're talking about connection. You know, why is it we can't connect as well outside? Is it just because everyone's all the same here and we're all part of the same thing, or is it because we can't? I don't know. Is it? I used to live in London, so I can relate to what you say. I think what we lack in London to connect is time, because there's always London, Paris, any big city. You don't have time. You always have to do something. You're always thinking about the next step. And I think oisiveté, just the idleness, is what creates a good climate to then connect. Yeah, and that's what we have nothing to do here. There's music, everything is easy. We're getting back to this, so you can just talk to each other. You're not thinking, oh no, I have to do this after. If you miss the first 20 minutes of your concert, that's all right. Yeah. And that's what we don't have in the big cities. Okay, so we're too rushed in the big cities. So we got Leo, we got Luke, we've got Josephine, Daniel, and Agathe. What's your name? Edna. Edna. Yeah. So this is Talkioki, it's a pop-up talk show where we talk about whatever. It started off actually with sharks, started off with monkeys and then with sharks and then with spiders. Why are we scared of spiders? Is it down to our genetic destiny? Then can we escape this genetic destiny? Then we were like, can we evolve? Are we evolving as human beings? And then we're like, well, what about this festival? Are we actually, what's going on in this festival? Are we actually making connections here that we don't make in our other lives? And why? Why? Two things here. What? You're not making connections. Well, you are here on Talkioki, so you've started. But you know, why do we connect here and we don't connect in the big cities? Agathe says it's about time. Because the context is like ideal. You have good music, you have good vibes, like everybody's friendly, like everybody's here to have a good time, whereas in the city people are minding their own business, you know, they go to work, they go to see their families, you know, they're thinking about themselves. I think here everybody wants the same thing, so when we're all driven by one goal, then it makes it easier to connect with other people. What's our goal here? Sorry? What's our goal here? I don't know, like depends on everyone. Like some people come to find their next boyfriend or girlfriend, some come just for the music, but sometimes it's not your goal that really realize itself, you know, like you come for something and something else happens to you, so I think in a way it's a place of discovery. Come and get involved in this and discover this. The festival is a place of discovery. We have got Leo, we have got Luke, we've got Edna, we've got Josephine and René Louis. Yeah, okay, we didn't. Yeah, anyway.
First, I was here to ask if you found the sunglasses. I'm sorry, but if you want me to participate, I can. Well, at the moment we're sort of talking about this sense of connection. You know, what's going on, or how come we're doing so much better at connecting here? Yeah. But I don't think it's for everybody. I mean, I don't think that I'm connecting to anyone here more than in the city. In the city, I think I'm connecting more because there's more. Because the people seems to be so distant, I connect much more than the people here, that they seem to be all together, but we're not really together. Okay. I mean, I've been 3 days here and I haven't really met anyone. I mean, met in the sense of friendship, but not so anyway, whatever. Okay. So sometimes it could be, I guess what you're saying is it can be quite superficial, the interactions here. We're not really making deep friendships here. We got a new face over here, what's your name? Siddharth. Yeah. What do you think? Do you agree with Edna? Are the connections we make superficial? It's not superficial. It's just that because we are all together, it seems like we are connected, but it doesn't mean that we are connected. I can dance next to him without being connected, but I can smile at him and never know him. Just like, hi, goodbye. So that's what I'm saying. Okay. All right. So Dal, have you got any views, or are you going to just sit in and listen for now? Yeah, listen for now. Okay. No, I think you're right in a way. Like, it's sometimes like you have fun, like you're having a good time, but it's all like it's not fake. It's just like very temporal. Like it's very limited period of time. But I think what's good is that it's not like it's more like it's not the depth of the connection that matters, than rather like what you send to other people. Like you can decide like every day, every hour, every minute what you're going to send to people. So what's important, I guess, is just to send to others what you want to for yourself. So to be in good energies, I would say, more than connections. It is. So the good energy at least is good. I just want to say, come to the staff next time. It's very friendly and to the staff. Okay, that's a whole different thing. You meet people and stuff, so that's fun. That's exhausting, but that's fun. Yeah. I think your point is really interesting because I was the person who initially said this is more connective and stuff. But when you say it like that, I think it's interesting because people are here. You're not gonna make friends for life, but you meet people and they're gone. But I think that's the essence. Going back to humanity, that's the essence of humanity. Being able to, if I know you for 5 minutes or 5 years, it should be nice either way. It's like, and I suppose that's my problem with, like for example, growing up in the cities and stuff like that. I feel that I've been raised to think that if people are talking to you, they must want something from you. They want maybe like something, or whereas here, no one wants anything. Everyone's like, hey, how are you doing? It's more genuine. Okay, so in a way, we've got a kind of when we're in the city. Everyone here live in a city, or do you live out in the countryside? When we live in the city, we're suspicious. We think that if someone talks to us, they want something, they're trying something on. But here we just think they're, What's that? Yeah, it depends, because I've been in a city. I mean, I've lived in different cities, like in Tokyo, in New York, in Berlin now, in Paris, and basically it's about energy. You can block out the energy, or you can open up. And even if you're in the city or in the countryside, if you open up your energy, you will receive the good people in. Okay. That's what I think. Okay, so it's about an energetic stance, so to speak. It's also about sensibility. You can be more sensitive to energies. And for myself, like if I open too much, I know I'm going to feel bad for the rest of the day, So because in cities, when you open too much, then you feel like some kind of violence, some kind of anger that's from other people that you don't really want to live. So you kind of have to close yourself, but I think there's like the right middle, Okay, so there is a danger actually to having this openness to in the city, I suppose, and the danger is not here. Well, do other people agree with this? To open yourselves up, it can be dangerous. It can be exposing, I suppose. I don't think you should fear opening yourself up, though. I agree with you that there's negative energy there, but that shouldn't put you off
trying to, you know, like, I mean, there's gonna be bad people wherever you go, in here, in the city, in the countryside, but you can tell, and you gotta just find the good people and just try. Maybe we can expose ourselves a little more in the city, not literally expose you know what I mean. I mean, I feel like I've been ignoring this side of the table. Any views on this side? Do you think that it's about the energy, as Edna says, and we can have this positive energy, although there is a risk to having the positive energy? So I think deep down the essence, like people are like, I agree with what you said, but then it also comes down to a lot of people. A lot of people are deep down like lonely in a way, right? So I think pretty much the world is full of lonely people, and you're just waiting for the other person to make the first move, you know? Yeah. So it's just gotta be you who makes the first move if you wanna change something at all. Okay. So I think that it all depends, it doesn't matter where you live, how big is the population in that city. Yeah. It just comes down to what you really want, and if you really want it, you have to go get it, right? So I think that... So it's about you making the first move, take the initiative, and actually that's the only way to overcome loneliness. Luke, final thought? I do agree with you, because I think you can turn things on a positive way and try, like sometimes you just close the conversation or the link you are developing with someone you're talking to, but because you feel the bad energy or whatever. And I've got a question about the concept of energy you're talking all about. What is it exactly, this energy? Is it like just a intuition, a feeling? Okay. That's okay. You feel it's a bit undefined, the question of energy? Yeah, because I'm an engineer, and so energy for me is like very like physics. Yeah. And so when people talk about energy between people, it's like good vibes, it's all feelings, and maybe it could be another good talk to have about this concept. Okay, so can you redefine that in engineering terms? Scales, you can have a different scales with different sensations, or if you want to. Okay. Oh, thank you. And it's cold, sorry. Yeah, I know, it's weird, isn't it? The sun is shining, but in the shade here it's very, very cold. Thank you for braving the cold to be here. We've got a new face at the table. We have got Leo, we've got Edna, we've got Josephine. What's your name? Milo. We've got Daniel, we've got Agat and Sidal, and I'm Mikey. At the moment we're sort of talking, there's a few sort of things, loose things we're discussing about this energy at this festival, be it a physical energy or some kind of vibe that can we have it in the city? Can we? Edna's saying, if you have a positive vibe wherever you are, you get the positivity back. But Leo's kind of, was it you that suggested sometimes you can be too positive, and people can be scared of that, or you can open yourself up too much. So that's what we're talking about at the moment. Leo, were you going to say something? No, I was just saying that. I mean, like, you see like bodies here, you know, people expose themselves more also because they feel more comfortable to do it. And I think if it was like a smaller festival, maybe people would like take off their shirts, you know, like even more and show themselves a little bit. Yeah. So I guess like here we don't feel that the risk of being exposed more as much as in the cities, I guess. So we feel safer here, we feel less vulnerable, we can take our tops off, we can be more exposed, literally. Daniel's starting to expose himself. Lowering down the barriers. Okay, the actual physical barriers we're lowering. Do we agree with Leo? Is that part of it? Come and have a seat on the table of chat. At the moment we're talking about the vibe of the festival, I suppose. Can we transplant? Edna says we can transplant the positivity to big cities. Milo, grab the mic. Okay, like the guy was saying, energy is very hard to quantify, right? Yeah. Oh, I think like quality is hard to quantify too. No, you can't say something's good quality unless you agree with it. Yeah. This is how I feel. So I feel if everybody feels it's good vibes, it's good vibes. Do you know what I mean? You can't quantify it specifically, but we're all sharing it, we're all experiencing. Yeah. It's very hard to actually explain, put your finger on what it is. Yeah, but if enough people are saying it, then it must be true, no? At the same time, because we don't have a concept of truth. If we don't agree on it, do you know what I mean? So it's the atmosphere itself, you know. It's the music, the food, the reason to just be, you know, and not
I don't think so much it's the connection between people. I think it's really the overall of the festival, the atmosphere. That's all, you know. What's that? I think I'm gonna go. Okay, give us a I like what you said about the energy, and probably it's like a mot valise, as we say in French, like something that means everything, and it's quite convenient to have this concept to exchange and to explain the gut feelings. Yeah. So that's what I'm gonna think about now. What is the thing in French? What's it called? Mot valise. No, it's like it's a word that defines many concepts, because we can't define it really well. So we just say, okay, I can feel the energy, and just on the there's an engineering sense, and there's something that can be touched with fingers, but everyone can sense it somehow. Everyone has a rough idea of what it is, but I don't know if it's the same for everyone. So it's indefinable. This will be my last thought because I have to go too, but I think what's great here is that really you have places where you can express yourself, you can write letters, you can send letters to someone, you can go and sing, you have the karaoke over there, you know. So I think the pit is very, very well thought, because so many opportunities to connect with each other, to create vibes, and honestly I've never seen that before in the festival, so I encourage that fully. So the self-expression is very important as well, is what you're saying? It is. You need to express yourself. Like, people dance, people sing, people talk, people go to the karaoke. What's his name? It's another form of self-expression. I feel like this is kind of coming to an, especially now that we've lost Agathe. I feel that we've kind of reached a conclusion. But let me just get a final thought from you, Edna, before you go. Maybe a final thought from everybody around the table. Give us a final thought about this. Do you agree with Leo? Do you agree with some of the other conjecture around the table? Actually, I agree with all of you in a different way. Yeah, in a different way. But it's you know, it's just a good vibe here. That's all. You know, the atmosphere is great, and as I said, we are kind of free of being who we want to be. You know. Going back to the city. Mean that there's connection. Okay. All right. Okay. I mean, did you like it that way? No, I love it. I love it. That's why I came every year, and I really just love the vibe, you know. But it has nothing to do with the city or being here. Okay. All right. There's just a lot of love here. Okay. Josephine, final thought? Yeah, I think it's also because here we are in a safe environment, and I think also something we haven't been talking about, but I think also one of the reasons why people are not connecting more on a daily basis is fear as well. You just care that you won't get an answer or positive feedback, or well, so that's my. So fear. I mean, maybe that's something we can talk about in the next session. So fear is stopping us. Milo, final thought? Okay, energy. Energy is a word. Wavelength is a word. Vibe is a word. You know, they're just words to describe how we feel, yeah? And, you know, everyone's on the same wavelength, which is another energy term, you know what I mean? So it's just a descriptive word. We all seem to feel maybe a similar way, maybe. Is it anything to do with a lack of fear, you think? That's an interesting point. That's a very interesting point. But I agree with you that probably needs a whole other discussion. But yeah. But we have it's a different fear nowadays, you know, it's a different fear. It's a fear of not being listened, the fear of not being heard, you know. Yeah. I don't know. The fear of almost not being accepted. The fear of almost not being accepted, you know, like it's like not necessarily like it's not like you want something or anything like that. It's just a fear that they won't instantly like accept you or whatever, but it's I think what I wanted to say actually was more like here there's lots of positive vibes, and there's also, and we were talking about that, and I think part of it is the lack of fear. You know, you're not worried that anyone's going to steal your stuff, or there's no one violent really, or so it's like that makes you feel comfortable. But in terms of positive energy and stuff like that, if you started thinking negative, you would probably make this a negative place. You can do that, and I think so. It's all about what Edna was talking about before she left, about the positive vibes and keeping it positive. It will stay positive wherever you are, but here it's easier because everyone's positive. Okay, you've just joined us as we're kind of closing down shop. We will be back later, but hang on a sec. You can also give a final thought, although, you know, don't worry about it not being relevant to what we said, because, you know, it sometimes doesn't matter too much. We're kind of talking about this thing about what makes this festival. Is it about connections? Is it about good vibes? Is it a lack of fear, as Josephine said? Or Leo who's just gone and talking about this idea that everyone can express themselves here. And, you know,
Are these things important? Is this why we're all coming here? But we're just getting final thoughts. Sadal, final thought? Yep, so I think there are two things. One is music, like I was just listening to YouTube, it's a really good point. And then when there's this music played right behind you, you know, like it changes everything. The context itself is elevated on another level just because of the music, right? That's the first thing. And second thing is people come with different priorities, different thoughts. They are here for different reasons and you fulfill it, like somehow or the other, right? And I think you make your own definitions, that's what I'm trying to say. So at the end of the day, energy, good thoughts, whatever, it's you make your own definitions and you feel happy at the end of the day. I think that's the point. And the other thing about what you mentioned about like fear as well is that I think one thing that worked for me is like I always try to judge people on another level and I put myself on another whole two level. And I think like I need to bridge this gap. That's always a wrong mentality to go with, right? So the easiest way to actually think the other person also has weaknesses, the other person is as lonely as you are, and just go talk. Simple as that. And there you go, wherever you are. So again, come on, let's do the round of applause for that one. Okay, so we're just getting final thoughts. Have you got an initial or final thought? You've just joined the table. Anything to add to this? I think it's also because people know they have 3 days to actually enjoy as much as they can. Well, in life, everyone always postpones the happiness to tomorrow, so I think that's... So it's like these 3 days, we do it now, we make it happen, we party, we just do it, we get the good vibe going, we've got the 3 days, let's go, let's do it. Okay, final thought, initial thought? It's just, you have no duties or responsibilities. You can completely relax and do whatever you feel like and go to stage, meet new people, and there's, you know, and also, fresh people. You haven't got the people always around you that might judge you, so you're like, oh, who cares, like, let's just, but you also appreciate each other, respect each other for it. Okay, so that lack of stress as well, where there's no stress, no responsibilities. We've got a tiny responsibility of having to get people talking, but it's kind of easy, really. It's not that big a responsibility, and it makes it all fun. Thanks everyone for joining on Tokyoki. We will be back later on for the evening session, the sunset session later on. We're going to go probably first of all en français with Agathe, and then we're going to do a little bit of English. But thanks everyone for joining. I hope you enjoy the rest of the festival, and there we are.